Ah, quel bon souvenir de ce match au Stade Vélodrome entre le Racing Club de Lens et l'Olympique de Marseille. Mon ami de toujours, El Gringo. On a mis cette intro pour rappeler à quel point les deux groupes de supporters que sont les Lensois et les Marseillais, c'est la même famille, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai que ça reste un souvenir marquant, même si on avait perdu 3-2, mais c'était un match extraordinaire. Et c'est des images quand même qu'on aime bien voir. Et je pense, hein, moi je l'ai souvent dit que malgré tout, Lens, c'est le club qui nous ressemble le plus. Alors bien sûr, avec la folie en moins, avec vraiment ce degré de popularité en moins, mais ça reste un club populaire proche de ses supporters. Et je crois qu'en ça, on se comprend quand même pas mal. Ouais, on se comprend pas mal. Il faut évacuer, Naïm, cette défaite en Ligue des Champions. Et on n'a pas le temps. C'est ça qui est bien. Et pour parler de ce match face à Lens, là maintenant, oh, on cherche le plus haut du plus haut maintenant. Hein. Et quand on parle de Lens, on va parler d'un ancien Olympien lensois, Vitorino. Comment ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Comment ça va? Écoute, ça va très bien. Merci déjà pour l'invitation. Et puis on va parler des deux clubs que j'ai joué, des deux clubs que j'ai beaucoup de respect parce que j'ai passé des belles années sur ces deux clubs-là. Ah ouais, on rappelle, Vito, tu as joué à Lens pendant 4 ans, non? Au moins 4. Ah, 4 saisons, hein, 4 saisons, Et à l'Olympique de Marseille, t'as trois tout saisons. gagné. T'as tout gagné à Voilà. l'OM. Ça fait quoi de passer de Lens à l'OM? Voilà, tu passes d'un bon club déjà parce que Lens, ici en France, c'est un club extraordinaire. Et puis tu passes au plus grand club français. Donc à l'époque, quand je suis signé à Marseille, je devais pas signer à Marseille, donc je devais retourner au Brésil parce que j'ai eu des problèmes. Et puis au final, mon agent il m'appelle, il me dit bon, j'ai un club français qui est sous toi. J'ai dit mais dis-le-moi le nom. Et quand il me dit le nom, là, je dis là, par contre, je peux pas dire non. Appelle le président que je débarque la semaine prochaine. Ah ouais, quand c'est comme ça. En plus, Naïm, il y a une ressemblance quand même entre l'OM et le Brésil et les joueurs brésiliens qui viennent à l'OM. Ne serait-ce que la météo. Vito, quand tu arrives à l'OM, la météo, tu te dis, je passe de Lens à Marseille, je sais pas, j'ai pas la comparaison au Brésil sur la météo, mais la chaleur, ça doit te faire un bien fou, non? Oui, parce qu'en plus, quand j'étais à Lens, dans le Nord, on sait très bien que c'est une région qui fait froid. La plupart du temps, il fait gris, on n'a pas beaucoup de soleil. Puis je suis arrivé à Marseille, et à le ciel bleu quasiment toute l'année, donc ça change énormément déjà pour le moral. Mais après, par rapport au Brésil, c'est sûr que l'OM, par rapport à la ferveur des supporters, ça ressemble plus à un club brésilien par rapport à Lens. Ouais, Naïm, les derniers Brésiliens en plus qu'on a eu à l'OM, je pense notamment à Gerson quand même, qui a été peut-être l'un des meilleurs derniers Brésiliens qu'on ait eu à l'OM. Ils s'adaptent plus ou moins bien, Naïm, les Brésiliens à Marseille, non? Ouais, ouais, c'est particulier. Donc bon, on a l'exemple de Moser qui restera sûrement celui qui s'est le mieux adapté. Mais il y a eu des hauts et des bas et pourtant on a eu de très très grands joueurs, hein, même Jairzinho quand il est arrivé à l'OM, je veux dire c'était ce qui se faisait de mieux au monde à l'époque. Et ben même lui, il a eu un peu des difficultés, tout n'a pas été parfait. Donc voilà, Marseille et les Brésiliens, c'est fait de haut et de bas, mais c'est à l'image de nous en fait, c'est à l'image de la ville globalement, notre club est fait de haut et de bas. Ah ben écoute, ça c'est vrai, Vito. À l'OM, quand tu es joueur, tu vois, tu peux gagner 5 matchs d'affilée, être premier de Ligue 1 et avoir ce type de déclaration en conférence de presse. Vito, je te la mets à l'image. Toi qui va probablement devenir entraîneur, c'est quelque chose qui te tient peut-être à cœur, Vito. Mais tu as vu comme c'est dur d'entraîner à l'OM. La première phrase, c'est on le dit, vous n'avez pas eu de courage contre le Sporting Lisbonne. Ah oui, après, c'est l'exigence d'un club, d'un public qui l'attend depuis des années déjà à gagner un autre titre. Je pense que l'OM, c'est un club français qui, par rapport à sa popularité et devoir gagner des titres, doit disputer et au moins rivaliser avec les autres clubs. Et puis, même si t'es premier au championnat,
Tu passes, on va dire, tu passes un peu à côté sur le dernier match contre Sporting. Après, on connaît le contexte de match. Le carton rouge assez tôt dans le match, ça change énormément des choses. Ah Mais ben là, tiens, je vais te poser une question sur ça, Vito, avant qu'on parle de Lens. Mais toi, quand tu es défenseur central, d'accord, tu as joué à l'OM, tu as déjà joué des matchs à 10 contre 11, ok, et quand tu vois que l'équipe, finalement, c'est pas ce que demande le coach de jouer aussi bas. C'est pas ce que demande le coach, même à 10 contre 11, que dès qu'on a un ballon, on n'hésite pas à allonger, parce qu'on n'a pas les joueurs pour garder le ballon après, derrière, devant. Toi, en tant que défenseur central, tu as la vue sur le jeu. Est-ce qu'un Aguerd, un Pavard peut dire, ou un Balerdi peut dire aux gars, les gars, c'est pas parce qu'on est 10 qu'on va arrêter de jouer. ah oui, ça c'est possible, hein, parce que des fois, tu joues, c'est inconsciemment, tu as un joueur de moins, tu dis, bon, allez, on va défendre. Mais non, je pense que on doit surprendre l'adversaire parce que si tu fais que défendre, tu subis, et à un moment, tu vas finir par prendre un but, et après, c'est compliqué. Après, je pense que des fois, on voit des matchs une équipe qui joue à 10, elle est encore meilleure qu'elle était à 11. Donc, c'est là faut essayer d'être mieux. Ouais, Naïm, c'est pas facile hein, Ouais, d'évacuer ce match-là parce qu'en plus, il y a eu deux matchs dans le match. Il y a eu une première mi-temps où tu dis, bah, Marseille va rouler sur le Sporting. Marseille a passé ce cap-là. Marseille est meilleur que ses équipes, que l'Ajax, que le Sporting. Donc, le chapeau 3-4, l'OM est au-dessus. On se dit, et là, clac, changement, carton rouge et tout le monde retient finalement la défaite de l'OM, le manque d'ambition qu'on pointe sur deux Zerbi, plus que sur les joueurs. Je pense que c'est ça qui t'a gêné, Naïm. Oui, oui, clairement, parce que c'est ce que j'avais dit dans l'après-match contre le Sporting. J'étais certain que c'est parce que vous voulez deux arbitres, parce que contre Lyon, quand on était à 10, il a dit dans l'après-match, il a dit que voilà, nous méritait de perdre parce qu'on n'avait pas osé monter d'un cran, qu'on n'avait pas osé continuer à jouer. Donc, je ne voyais pas leur dire à la mi-temps du Sporting de se mettre aussi bas. Et il a dit, et là, il a dit en conférence de presse, clairement, on était trop bas et c'est sûr que tu vas subir plus par moment en étant à 10, mais tu ne dois pas t'arrêter complètement de jouer. Et il a dit quelque chose de très intéressant et qui est vrai et qui est parfois presque inexplicable dans le football, mais c'est ce côté psychologique. Il disait, en fait, on prend trop d'attention au score. Comme on mène un 0, on veut tenir le 1-0. Et donc, du coup, ben, on défend, on défend. Et il dit, à la 85e, quand eux, ils marquent, ben, d'un coup, on passe dans leur camp. Les 10 dernières minutes, on les passe dans leur camp. Et c'est ce côté psychologique du foot qui est assez fou, hein, qui est vraiment, vraiment dur à expliquer. On a déjà vu des matchs où une équipe domine pendant 90 minutes, elle accuse son adversaire, elle n'arrive pas à ouvrir le score. Et quand elle ouvre le score, qu'elle est à 1-0, ben les 10 dernières minutes, elle les passe dans son camp. C'est ce côté psychologique, c'est ça que le coach a dit en conférence de presse, qu'il aimerait faire évoluer son équipe sur ce point, c'est de se dire, voilà, même si tu es à 10, même si tu mènes un 0, tu ne dois pas reculer, ne plus rien maîtriser, parce que quand tu maîtrises plus rien, bah, tu peux prendre des buts comme tu as pris là, c'est-à-dire des buts qui ne sont pas forcément construits, hein, c'est des ballons contrés, c'est des ballons qui reviennent, mais tu t'es mis dans cette position-là parce que tu n'as pas osé continuer à jouer. Je te vois hocher la tête, Vito. Psychologiquement, le foot, c'est 90% dans la tête, non? Ah oui, ça c'est évident parce que là, on dit le Sporting. Le Sporting, à un moment qu'ils ont marqué le deuxième but, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont subi. Et là, l'OM, ils ont commencé Exactement. à jouer. Donc, le football, c'est psychologique. Tu mènes. Tu dis, bon, allez, on patiente, on patiente. Inconsciemment, tu commences à subir parce que tu mènes le score. L'équipe en face prend confiance. Les joueurs ils commencent à y croire. Donc, ça va pousser, ça va pousser. Et puis au final, je ne sais pas si vous avez vu un peu, j'ai regardé un peu le match de Lille hier. Ils étaient menés 3-0. Ils sont venus 4-3. Pour vous dire que voilà, Ça va il vite. suffit pas. Ouais, ça va vite, ça va vite. Mm. Ça suffit d'un petit but, un petit déclic, et qu'on se parle sur le terrain, on dit ouais, écoute, là, on n'a rien à perdre, on va essayer de faire quelque chose, et puis des fois ça passe, hein, des fois ça passe pas. Mais tu penses, Vito, que tu peux t'entraîner à jouer en infériorité numérique? Parce que là, c'est pointé du doigt deux fois. L'OM joue contre Lyon à 10 contre 11 et se met vraiment à défendre. Et pareil, là, contre le Sporting. Est-ce qu'on peut, quand on coach une équipe, se dire, même à 10 contre 11, est-ce qu'on peut travailler ça? Oui, tu peux travailler par des périodes de l'entraînement, mais ça va pas, c'est pas ça qui va faire, parce qu'à l'entraînement, tu sais que
Et ouais. T'as un joueur au moins, l'équipe, entre guillemets, les remplaçants, ils vont pas vraiment jouer à fond comme tu joues un match. Donc, tu vas pas voir cette problématique vraiment là. Je Ouais, pense que c'est compliqué de travailler ça sur une séance d'entraînement. ouais, c'est pour ça que Naïm, on se dit, ton ADN, c'est ton ADN. Quand ton équipe, tu l'as construite pour jouer, peu importe ce qui se passe sur le terrain, tu dois jouer. Ouais, mais ça va venir, ça va venir. On est une équipe encore jeune, hein, faut pas l'oublier. C'est notre retour en Ligue des Champions. Ça aussi, beaucoup de gens l'oublient. Donc voilà, on apprend avec ces matchs-là. C'est dommage parce que c'est une équipe qu'on aurait dû battre. En fait, ce qui est dommage, c'est que sur ces 3 matchs de Ligue des Champions, je pense que tu devrais avoir 7 points et qu'il n'y en a que 3. Mais voilà, ça fait partie de cet apprentissage-là, du fait que tu es une équipe qui joue pas régulièrement à la Ligue des Champions chaque année. Et au fur et à mesure, tu vas prendre cette expérience en tant qu'équipe. Et je pense que ces matchs-là, même à 10 contre 11, bah, tu continueras à les dominer et tu les gagneras. Et moi, je veux poser une question à Vito, et après on bascule sur le match de Lens. Euh, tu te souviens de ton match contre l'Ajax Ouais, avec l'OM? 2-2. Tu te Voilà. souviens? C'était en Ligue des Champions ou en Europa Non, non, League? en Europa. En En Europa. Europa League 1. En Tu Europa League sais, 1. tu sais que Vito, moi je me rappelle ce match comme si c'était hier. Et je vais te dire, tu sais pourquoi? Parce que je Ouais. regarde ce match-là et je découvre un numéro 9 que tu as à ta charge qui est inconnu encore. Suarez. tu, tu prends Suarez et je me dis, attends, est-ce que c'est Vito qui a autant subi ou est-ce qu'en fait il a en face de lui un génie? En fait, on ne Ouais, connaissait c'était pas. vraiment. Ouais, on ne connaissait pas vraiment, c'était un attaquant que même moi je découvert sur ce match-là. Je dis, ouais, il est vraiment compliqué à le prendre en charge. En plus, tu vois de suite, c'est un tempérament de l'Amérique du Sud. Il lâche rien, il lâche rien. Puis il a fait un bon match en plus contre nous. Ah oui, il avait fait un très Donc, grand match. C'est dur ça, donc non, je quand tu pense que connais pas le joueur? ouais, c'est compliqué. C'est compliqué parce que quand on connaît en tant que défenseur, tu connais l'attaquant, tu sais à peu près qu'est-ce qu'il est capable de faire. Après, les attaquants, ils sont imprévisibles. Les bons attaquants, ils sont imprévisibles. Ils peuvent changer d'un match à l'autre. Mais quand tu connais pas, tu dis, bon, aujourd'hui, c'est plus facile aussi de suivre un peu plus les joueurs que tu vas jouer contre. À l'époque, il faut demander une cassette pour voir. On voyait le match entier. On voyait pas que des petites séquences, des montages qui ça aide énormément. Tant mieux pour le football, mais c'est sûr que c'est compliqué. Ah, Naïm, c'est des sacrés souvenirs. Et moi, à l'époque, quand on finit le match, je dis j'espère que les dirigeants de l'OM ils vont l'acheter quand même. C'est juste un match, mais un joueur avec autant de talent, parce nous, on avait l'impression qu'il savait tout faire. C'est-à-dire dans le dribble, dans l'agressivité, dans la méchanceté, dans la frappe de balle, dans la compréhension du jeu. On se dit, putain, il est complet cet attaquant. Tu vois, c'était vraiment. Bon, on n'aurait jamais pensé qu'il fasse cette carrière derrière. Voilà. Dans le chat, il y a quelqu'un qui dit Vito, il arrive à l'OM à 30 ans, on aurait dit qu'il avait 20 ans. Ouais, mais de toute façon, l'âge, sur toi, ça marche pas. Hein. Tu as joué jusqu'à quel âge? Tu as fini à quel âge ta dernière saison? Presque 44 ans. Oh là là là, tu imagines, Naïm? J'ai Ah joué ouais. jusqu'à 43 ans, 8 mois, exactement. Ah, incroyable. C'est quoi le secret? Voilà, le secret, c'est le travail, on va dire. Il y a pas de secret. Bon, il y a plusieurs facteurs ça peut aider à l'hygiène de vie. Si tu fais attention à tout ce que tu manges, même si je prends de plaisir, hein, je vais pas cacher en disant je mange rien, non. Je dois manger une Fréjol, là, pizza. non? Tu mangeais Ah, fréjol, là? Féjean, c'est bon. Féjean, c'est bon. Tu vois, après, moi, je vais manger une pizza, je vais manger, mais il y a pas de. Après, il faut savoir quand il faut la manger. Il faut pas manger toute la semaine. Moi, je pense qu'il y a un secret que Ouais. tu ne nous dis pas, c'est que tu dois avoir des origines allemandes ou un truc comme ça, parce que tu n'es pas originaire du Brésil. C'est pas du tout la manière de fonctionner des Brésiliens, ça. Non, non, après, il y a le choix. On fait un choix. Si on veut vraiment être un professionnel, il faut mettre des choses de côté. On sait on va pouvoir profiter plus tard. Mais quand vous êtes là-dedans en tant que joueur, on sait très bien qu'une carrière d'un footballeur à haut niveau, ça dure 10 ans, même si la mienne, elle a duré un peu plus. Euh, mais donc, il faut essayer d'être au plus,
professionnel possible. En tout cas, Naïm, en termes professionnels, on a ce qu'il faut à Marseille cette saison. Et moi, j'aime énormément ce que propose Lens. Naïm, on va rentrer dans le vif du sujet, dans l'avant-match, parce que Pierre Sage, Vito, après, tu vas nous en parler, mais franchement, c'est très, très, très costaud quand on voit le mercato qu'a eu Lens, Naïm, et tous les joueurs qui ont été vendus. Ouais, puis je suis assez critique avec les entraîneurs français en règle générale. Hein, je le dis souvent sur la chaîne. Je trouve qu'il manque beaucoup d'ambition, d'idées et qu'ils se résument quand ils jouent contre nous à fermer les espaces. C'est ce qu'a fait Digard et tout. Et il a même été loué pour ça parce qu'il a juste joué 10 mètres plus haut que les autres. Mais Pierre Sage est différent. Pierre Sage, vraiment, j'aime beaucoup ce que je vois quand je vois jouer Lens. Et il va falloir s'attendre, je pense, à un début de match vraiment très intense parce que quand tu regardes contre le Paris FC, ça fait 20 secondes de jeu et ils sont déjà à la ligne de 3, donc ils jouent en 3-4-3. La ligne de 3 qui va faire un pressing très très fort, qui va forcer le gardien qui voulait relancer court à jouer sur le seul joueur qui reste de disponible. Et du coup, ça va finir en corner dès la toute première action. Donc ça, ce fait de presser fort, de mettre du monde pour aller chercher le ballon dans les pieds de l'adversaire, c'est vraiment une de leurs marques de fabrique. Tu vois vraiment la densité qu'ils mettent pour le coup offensive. Ça me fait plaisir pour une fois dans une vidéo d'avant-match de Ligue 1 de mettre en avant une équipe qui a cette densité-là devant et pas derrière. Je te coupe, Naïm, parce que je veux poser la question à Vito. Toi qui as été défenseur central, en plus très bon relanceur, c'était l'une de tes qualités principales, la relance. C'est compliqué quand tu joues, là on voit le bloc lensois qui n'hésite pas à venir presser très très haut. Est-ce que c'est compliqué quand tu aimes relancer d'avoir autant de pression? Oui, c'est compliqué parce que là, on voit très bien, il y a 6 joueurs lensois déjà sur les 30, presque 40 mètres sur le pressing de PFC. Donc, après, si vous êtes un bon relanceur, si après, il faut savoir sortir de ce pressing, c'est quoi? C'est le jeu long. C'est le jeu long. Si tu as des joueurs qui font des appels dans le dos des défenseurs. Ça se fait moins, non, Vito? Ça se Moi, fait j'avais un moins jeu le long jeu qui était. long, comme à l'époque des Laurent Blanc ou toi, ton époque où il y avait quand même une vraie qualité de jeu long. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a moins un peu, non, ce jeu Il y a long? moins. Oui, il y a moins parce qu'on demande beaucoup aujourd'hui de la possession de balle, donc le jeu combiné, un petit triangle, tout ça. Donc c'est ça qui fait qu'on joue. Tu vois, les défenseurs, ils relancent plus des longs ballons. Là, tu as un pressing comme ça. Pour sortir d'un pressing comme ça, il faut quoi? Tu essaies de sortir, mais tu peux pas. Tu fais venir et après, il faut jouer dans le dos de la défense. Mais moi, dans le dos des milieux qui sont là qui vient te presser. Voilà. Ouais. Ça va être un des paramètres, hein, vraiment, d'être capable de résister à ce pressing-là. Et c'est justement, il force souvent à dégager, mais pas à dégager de manière voulue. Donc là, le Paris FC qui a voulu construire, finalement, ça les force à envoyer des longs ballons. Alors bon, c'est un pressing qu'ils ne vont pas faire tout le match pendant 90 minutes. Hein. S'ils étaient capables de le faire, je pense qu'ils gagneraient tout leur match 4-0. Donc, par moment, ils vont se bloquer comme là, un peu plus en retrait et dans des périodes de récupération. C'est pour ça qu'il sera très important de savoir bien gérer les temps forts et temps faibles de Lens de notre côté, de résister à leur pressing et de savoir leur faire mal quand ils seront dans des phases plus de récupération. Mais à noter que contre Paris, ils avaient quand même fait un bloc très très bas et très compact. Honnêtement, je ne pense pas qu'ils refassent ça. C'était à Paris en plus. Mais bon, c'était quand même à noter. Donc, il faudra faire attention clairement à ce pressing-là. Et en plus, ils sont quand même bons à la fois dans le duel aérien. Là, on voit justement, le gardien a voulu allonger pour éviter ce premier pressing. Mais le duel est perdu. Et ils sont souvent très, très présents sur les deuxièmes ballons, ce qui leur permet d'avoir des joueurs qui arrivent lancés à la récupération du ballon. C'est là où ils sont très, très dangereux. Et donc, si tu veux jouer court de l'arrière, si tu veux vraiment sortir, il faut être très propre techniquement parce que là, on voit un ballon perdu dans une phase de relance courte et ça donne encore une fois une énorme occasion. C'est pour ça, Bilal, qu'on avait vu que c'est une équipe qui a très peu de possession parce qu'ils sont sur de la récupération. Tu vois, là, ils récupèrent encore une fois, bonne anticipation. Ils vont récupérer le ballon sur une phase de construction de Lille. Et ce qui fait qu'ils ont des joueurs qui sont lancés dans le sens du jeu et avec beaucoup d'espace devant eux. Et ça leur permet de se créer une occasion. Ça va même finir en but sur celle-là. Mais cette faible possession de balle qu'ils ont, c'est trompeur. C'est parce qu'ils récupèrent le ballon sur de la récup et qu'après, ils vont très très vite vers l'avant.
Et ouais, Vito, parce que regarde, je te le mets aussi à l'image. Hop, là, je vais te le mettre à l'image. Quand on a étudié les stats avec Naïm, hop là, je sais pas pourquoi il n'apparaît pas. Il va apparaître ici. Ouais, c'est bon. Moi, je vois 57% de possession du Paris FC à Bollard. Et quand tu regardes ça, tu n'as pas vu le match, d'accord? Tu connais maintenant. C'est fini l'époque Oui, où on regarde les matchs et on dit, oh, t'as vu, lui, il a fait. Non. On regarde les stats et on dit, ah ouais, ils n'ont pas touché le ballon contre Paris FC. Mais en fait, tu peux être très dangereux. Parce que je te montre ça et je te mets juste cette image derrière. oui, Regarde, l'équipe qui se crée le plus d'occasions nettes cette saison en Ligue 1, c'est l'OM et Lens. il lance. Alors que deux systèmes totalement différents. Oui, après, voilà, Lens, on va dire, ils se disent, bon, allez, on va laisser la possession au Paris FC pour les contrer. Pour les contrer, parce en transition, là, on est capable de faire mal. C'est ça qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'on voit la possession de balle de PFC. Et après, la possession, c'est des passes entre le gardien, les défenseurs. Il n'y a pas de danger là-dedans. Donc, Ah oui. eux, ils se disent, bon, là, jusque-là, on attend, bloc médian. Et à partir du moment, dès qu'on a la possibilité de récupérer le ballon, là, on se projette vers l'avant. En plus, Lens, ils ont des joueurs qui sont très bons dans ce domaine-là. Ouais, Donc, ils profitent pour comme ça. tu dis, ouais, c'est une stratégie finalement. C'est une stratégie parce que, et il y a un point aussi, ben, on nous le dit aussi dans le chat, Naïm, Lens, c'est un domaine où tu étais très bon aussi, Vito. Lens, c'est très, Oui, très, très performant sur les coups de pied arrêtés. oui. Comment une équipe est plus performante qu'une autre sur une phase arrêtée? Après, moi, je pense que c'est la qualité des joueurs, le travail aussi. Parce que des fois, on dit, ah, on va travailler comme les autres. On travaille les coups de pied arrêtés, tout ça. Mais si les joueurs n'ont pas aussi la qualité de jouer les coups de pied arrêtés, et des fois, on dit, ouais, l'autre, il est plus performant que nous, c'est pas possible. On prend l'exemple de Arsenal. Ah Arsenal, ouais. les joueurs, ils ont compris. Ils ont compris comment il doit travailler, comment il doit attaquer le ballon. Chacun respecte ses zones, hein, parce que des fois, au match, on dit, bon, moi, j'ai le premier poteau, toi, tu as le deuxième. Mais au dernier moment, on change d'idée. Non, c'est toi qui vas. Et non, mais c'est pas ça qu'on allait travailler. Donc, peut-être c'est pour ça qu'on n'est pas performant. Mais là, Lens, sur les derniers matchs, ils ont montré qu'ils ont vraiment euh, une bonne qualité là dans le jeu coup de pied arrêté aussi. C'est important parce que le football aujourd'hui, on sait que c'est compliqué pour désorganiser une équipe qui défend bloc bas, bloc bien compact. Donc, un coup de pied arrêté, c'est une arme pour marquer un but. Ouais, Naïm, en plus, l'OM cette saison a évolué sur les coups de pied arrêtés. Avec l'arrivée des. Il faut des bons joueurs de tête pour marquer des buts aussi. Ouais, c'est pour ça que je rejoins totalement ce que dit Vito. C'est la qualité des joueurs, ça te change quand même beaucoup de choses. Et on le voit que depuis qu'on a Pavard et Aguerd, ben, on marque des buts de la tête alors qu'on n'en marquait pas avant. Il y a une notion aussi de confiance du tireur. Tu as des tireurs qui sont performants, quoi qu'il arrive, tout au long de leur carrière. Hein, Beckham, Mihailovic, Juninho. Bon, tous les corners étaient bien tirés. Puis il y a des tireurs qui ont beaucoup de qualité, mais qui sont assez irréguliers dans leur tir de corner. Et là, la confiance, ça y fait beaucoup. Et Thomasson, en ce moment, par exemple, bah, il est sur un rush, il est en forme. Tous ses corners quasiment les coups de pied arrêtés sont très bien tirés. Donc, et puis ils ont de la réussite. Contre Lille, il n'est pas très bien tiré, mais il marque quand même. Contre le Paris FC, il rate son premier corner, ça lui revient, il fait un super centre sur le deuxième. Donc voilà, tu as une sorte de réussite et de cercle vertueux sur les corners. J'espère que ça va s'arrêter ce week-end. Ouais, il faut que ça s'arrête ce week-end, ou sinon ça va être un match compliqué. Vito lance cette saison, après Auxerre, c'est l'équipe en Ligue 1 qui gagne le plus de duels. Oui, ça compte énormément pour une équipe qui veut jouer le haut tableau. Il faut gagner les duels. À partir du moment où tu gagnes les duels, ça veut dire que tu vas avoir le ballon derrière. Tu vas être dangereux. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à ce moment, même si c'est le début de saison encore, mais les joueurs ont compris, dès qu'ils perdent le ballon de suite, c'est un duel, il faut le gagner. Euh, avant quand j'étais joueur, là, moi, je disais à tous les joueurs, hein, je dis, le premier duel de chacun, ça donne la donnée du match. Si tu gagnes ton premier duel, ça veut dire que tu vas faire un bon match. Si tu perds ton premier duel,
déjà dans ta tête et tu vois, je perds du premier duel. Le deuxième, tu vas être dans le doute. Donc, mais si tu gagnes le premier duel, tu dis bon, ça veut pas dire que tu vas faire un gros match, hein, mais ça, ça, ça va t'aider à être très bon et l'équipe aussi. Donc, si l'équipe se met dans la tête, que tout le monde va être comme Lens ils sont en train de faire. Ils se disent, on va gagner les duels. C'est pour ça que c'est l'équipe la meilleure performante du championnat. Donc, voilà. Eh oui, oui, oui. C'est en plus un jeu, Bilal, ils ont un jeu qui force au duel. Parce que comme ils vont presser fort, ils obligent très souvent les défenseurs et le gardien à dégager. Donc, dès qu'il dit long dégagement, dit duel, dit deuxième ballon. Et c'est là où ils sont performants. Et c'est là où nous, on devrait être performants. C'est-à-dire que vraiment, les deuxièmes ballons, il va falloir qu'on aille les chercher, les gagner au milieu de terrain. Parce que c'est pas ce qu'on fait nous forcément d'habitude. Nous, on tient le ballon, il y a moins de duels à les gagner. Là, il y aura des duels sur des deuxièmes ballons. Il faudra vraiment répondre présent. Mais on a les joueurs pour répondre présent. Ah ben, je vais même plus loin en te disant que l'OM, dans ce classement-là, est avant-dernier du nombre de duels gagnés. Parce que quand tu as 70% de possession de balle, tu ne peux pas gagner plus de duels si c'est toi qui as le ballon. C'est un peu plus compliqué de gagner beaucoup de duels quand tu as le ballon. Et derrière, Naïm, comme il presse beaucoup, ça ouvre quand même pas mal d'espace. Ouais. Oui, clairement, tu ne peux pas faire ce qu'ils font, on l'a vu sur la première image, hein, avoir 6 joueurs hauts sur le terrain et avoir tout le reste du terrain qui est parfaitement occupé. Donc ça va être une des clés. Hein, c'est une des rares équipes en Ligue 1 qui laisse des espaces. Tu vois, là, cette immense zone qui est libre. Et en fait, du coup, ça va se jouer sur de la qualité technique. Là, typiquement, ils sont en position haute. Comme tout à l'heure, il y a du monde qui presse dans une petite zone. Malgré tout, le Paris FC tente de le relancer sur Maxime Lopez, qui va faire un très bon contrôle orienté. La prise de balle, elle est incroyable, sa prise de balle. Exactement. Et du coup, en se mettant dans le sens du jeu, il a ouvert cet immense espace dont on parle. Et c'est là, si tu es juste techniquement après dans la passe, c'est ce qu'ils vont faire. Hein. Ils vont très bien jouer le coup avec une remise et une passe en profondeur. Et ça te permet d'avoir sorti 40 mètres quasiment en quelques touches de balle. Il y a aussi ce fameux passage dont je parlais tout à l'heure où parfois ils se bloquent plus bas et ne vont pas aller chercher. Et du coup, ils ont parfois du mal à se réorganiser. Tu vois, encore une fois, qu'il y a un grand espace qui va s'ouvrir dans lequel le défenseur va pouvoir s'engouffrer. Et ça, on sait qu'à Guerre, typiquement, c'est ce qu'il va être capable de faire. Et il a toute la latitude là pour donner ce ballon-là. Donc, en quelques foulées et une passe, pareil, ils ont quasiment transpercé toute l'équipe adverse. Et donc, comme je disais, ça se remet beaucoup à de la qualité technique, à de la justesse technique dans ces zones-là. Dès que tu as passé leur premier pressing, tu vois que tu as du monde là dans cette zone-là. Tu as un joueur qui est libre totalement au milieu du terrain. Et encore une fois, en quelques passes, ça t'ouvre un grand espace. En plus, là, c'était Pardo qui va très, très vite, donc qui a pu profiter de cet espace-là pour se retrouver directement dans la surface adverse. Mais c'est la clé un petit peu pour moi du match. C'est une fois que tu es sorti du pressing, tu as énormément d'espace qui peut s'ouvrir à toi. Il va falloir bien l'exploiter. Donc, qualité technique et intelligence de jeu, il faudra être très, très bon parce que ça presse très, très fort en face. Et Vito, il y avait un grand entraîneur qui s'appelait Aimé Jacquet et qui disait que le potentiel technique d'un joueur, il s'exprime dans une certaine vitesse. Ça veut dire que quand tu es sous pression, est-ce que tu es capable techniquement d'avoir cette qualité technique? C'est le plus dur, non? Oui, c'est plus dur de réaliser le même geste technique sur un pressing assez fort. Donc là, comme le PFC, ils ont fait avec Maxime, la sortie de balle, c'est un risque. C'est un risque à le faire parce que le pressing en soi, il est bien exécuté quand même. Mais voilà, c'est un risque. Si tu perds le ballon, tu peux prendre un but. Mais comme Jackie l'a dit, voilà, c'est de réaliser ce geste sous pression, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, c'est là où tu vois, Naïm, l'évolution. Je vous mets aussi un peu la compo. Tiens, Vito, je te mets la compo du Racing Club de Lens. Derrière, il y a pas mal de joueurs. Moi, je suis surpris. Je pense que tu as déjà joué contre Malang Sarr à plusieurs reprises, même, parce que il est en Ligue 1 depuis pas mal d'années. Il a commencé très jeune. Moi, quand j'ai vu cette équipe-là, au début, je vois Mathieu Hudol, qui à la base est défenseur central gauche, qui se retrouve piston gauche. Je vois Baïdou qui vient juste de signer, Malang Sarr. Moi, je suis surpris du début de saison de Lens parce que c'est pas foncièrement des joueurs
tu vois, qui était en pleine ascension, quoi. Non, parce qu'on voit l'équipe de Lens les 2 dernières années, et on voit cette composition d'équipe-là. On se dit, waouh, en plus, t'as Flo qui vient d'arriver, qui apporte une qualité un plus. Et après, tu sais que moi j'ai joué avec Ruben Aguilar. Et moi, tout ce que je disais par rapport au pressing, moi, je disais, c'est une équipe qui aime presser. Tu peux demander le jeu lent. Lui, il est capable de répéter les efforts. Donc, c'est là qu'il faut être vigilant aussi. Parce que c'est un joueur qui est Ah, capable tu as joué avec lui à Montpellier, toi, à Montpellier. à Montpellier, ouais. À Ah, Montpellier, c'était un ouais. bon joueur, Donc, c'est un très bon joueur. Hein. ouais, il est capable d'attaquer et de défendre. Donc, là, on voit l'équipe, c'est sûr que, après, t'as Edouard qui a une bonne petite surprise de ce début du championnat. Ouais, franchement, Naïm, quand on prend cette compo, et je vous le mets aussi là, parce que parfois on parle de transfert de mercato, mais les montants des transferts, ça leur a pas coûté grand-chose. Ils ont vraiment eu le nez creux sur Baïdou à Salzbourg, Sangaré, qui est du Rapide de Vienne, qui est vraiment un milieu très, 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 très bon. On va le découvrir contre l'Olympique de Marseille. Naïm, même toi, tu es surpris, non, de ce début de saison de Lens? Ouais, totalement, totalement, parce que Baïdou, Sangaré, je ne connaissais pas, et pour l'instant, ce qu'il montre, c'est très très bon. J'aimais beaucoup, moi, Mathieu Hudol. Déjà, je je trouvais que c'était une bonne recrue. La plupart, c'est des joueurs, si tu veux, quand même, qui ont une vraie expérience de la Ligue 1, les Gradit, tu vois, c'est des joueurs qui sont pas glamour, mais qui sont quand même très très bons. Puis, tu parlais de Malang Sarr, c'est la grosse révélation, parce que Malang Sarr, on a toujours su qu'il avait des qualités intrinsèques, mais il a quand même pas très bien réussi partout où il est passé, mais ce début de saison qu'il fait, quand même, moi je le trouve impressionnant dans ce début de saison. Vraiment, je l'ai vu faire des matchs incroyables. Alors, ça reste irrégulier. Dans le match, il peut faire des grosses erreurs, à l'image de Balerdi, mais moi je le trouve vraiment très très, très bon. Donc, globalement, c'est quand même une équipe, j'ai envie de te dire, qui est taillée pour la Ligue 1. Ils ont des profils vraiment très Ligue 1 compatibles. Et puis, ils ont un très bon entraîneur. Ça change beaucoup de choses. Eh oui, bah oui, un entraîneur qu'on a découvert, ouais, qui est de Lens en plus. Pierre Sage, il a joué à Lens. Quand il était il y a quelques années, non, il n'a pas joué du côté de Lens. J'arrive plus à me souvenir s'il a Je sais joué à pas, je Lens sais ou qu'il pas. était au Red Star avant, comme Il était coach. au Red Star, ouais, peut-être à Lens. T'aimes bien ce profil de coach, toi, Vito, comme, Oui, oui, comme oui. Sage? Ouais, oui, c'est un jeune, on va dire, c'est un jeune entraîneur de cette nouvelle génération. On ne le connaissait pas, il était avec Abitbel avant en tant que coach adjoint. Là, après son passage à Lyon, on se dit, oh, peut-être, mais là, il fait un beau début de saison avec Lens. Et je pense qu'il lance aussi, comme je disais, ils ont quelque chose en plus, c'est qu'ils ont le public. Ils sont comme à Ah, Marseille, on parce que l'oublie ça. Hein. là, On l'oublie ça. on oublie tout le temps, mais quand vous jouez à Bollard, en plus, moi j'étais à Lens, je savais qu'on allait jouer contre l'OM. C'était le match pas le match à gagner, mais c'était le match au top niveau. Donc, le public, ils attendaient ça. Donc, nous, sur le terrain, tu te donnes à fond. Et puis, après, on sait que c'est des joueurs qui, on a parlé le transfert, c'est pas des joueurs qui ont coûté énormément pour le club, hein, mais c'est des transferts intelligents. Je pense que le club, ils ont bien sauvé ces joueurs-là pour le mercato. Et puis, pour le moment, il rend la satisfaction au club. Ouais, ouais. Et avant de basculer, Naïm, sur les points faibles, moi, je te pose une question, parce que tu as dit quelque chose de très vrai. C'est que quand tu joues à Lens, l'OM, c'est l'un des matchs de l'année, peut-être même le match de l'année. Toi, quand tu as été de l'autre côté, tu as ressenti cette impression que pour chaque équipe contre qui tu jouais, leur force était décuplée, ils jouaient beaucoup plus que quand tu jouais à Lens contre ces mêmes équipes. Ah oui, dès que vous mettez le maillot de l'OM, t'as l'impression que les équipes, ils voulaient battre une seule équipe, c'était nous. Donc après, au début, on se dit, voilà, mais après on dit, OK, on s'habitue, on dit, il faut répondre pareil. Mais c'est marrant parce que si on regarde la même équipe qui joue contre l'OM un week-end, qui en rejoue le week-end d'après, on voit de suite qu'il y a une différence déjà d'intensité, d'agressivité. On voit de suite. C'est là qu'on voit
qui a eu un match contre l'OM et un match contre les autres. Naïm, ça doit te Ouais. faire, ça doit te faire Ouais. On s'en rend compte sourire. toutes les semaines, hein, chaque fois qu'on les analyse. Et il y a un point, Naïm, maintenant. Bah, cette équipe de Lens, elle n'est pas invincible, elle n'est pas imbattable, elle a déjà perdu des matchs cette saison. Où est-ce qu'il faut aller taper? Ouais, on a déjà vu hein, qu'ils laissaient des espaces, que c'était une des possibilités à exploiter. Dans leur jeu, ils ont beaucoup de variétés. On a vu quand même que là où c'était le plus dangereux, c'est à la récup quand ils allaient vite vers l'avant. Mais c'est pas que ça. Hein. Franchement, ils sont capables de faire de belles actions parfois à une de touche de balle. Mais justement, parfois, c'est aussi ce qui leur porte défaut. Là, on voit une action, une touche de balle magnifiquement exécutée. Et dans la continuité, il a aussi, Sangaré aussi voulu jouer à une touche de balle et il s'est trompé. Et il te donne le ballon directement à l'adversaire dans une position lancée. Là, à 2 contre 1, ça va lui permettre d'aller dans l'axe parce que ça avait anticipé l'intérieur. Et on voit qu'il y a un énorme espace qui s'est ouvert. Et donc, ce genre de situation, ce genre de perte de balle, ça leur arrive. Ça leur arrive de vouloir construire de l'arrière, encore une fois, hein, de vouloir jouer rapidement et de se tromper dans le dosage de la passe. Et dans ces zones-là, c'est exactement ce que disait Vito tout à l'heure avec Maxime Lopez, hein, qui lui avait été très, très juste techniquement. Là, c'est l'inverse. Heureusement pour eux, qu'il n'a pas vu qu'il y avait un autre joueur tout seul au centre parce qu'il a voulu y aller seul parce que sinon c'était une énorme occasion de but. Ils ont aussi parfois des problèmes de jugement sur certains ballons. Là, on voit Sarr, il est focalisé vraiment sur le porteur et à aucun moment il prête attention au joueur qui est en train de partir sur sa gauche. Et donc il va être pris du coup au départ sur le long ballon. Et en plus, il va se tromper vraiment, il va tenter d'intervenir alors qu'il est trop court. Et ça, je pense que ça, Vito nous dira qu'il n'y a rien de pire. Si tu veux tenter d'intervenir, tu dois être sûr de toi, sinon il vaut mieux le gêner jusqu'au bout. Et encore une fois, ça laisse une opportunité aux joueurs d'aller seul à la cage. Donc il y a vraiment des opportunités quand ils essayent de construire, si nous, notre pressing est bon. Et il y a des opportunités sur des fautes d'inattention de leurs défenseurs. Ah ben, Vito, tu te souviens du match la saison dernière à Lens, où pendant 45 minutes, on subit énormément et finalement, deux mi-temps totalement opposés. En deuxième mi-temps, on leur a fait très très mal. Est-ce que tu penses que ces équipes, Vito, notamment ces défenseurs, il faut avoir une qualité supplémentaire pour être capable d'être concentré tout le match? Ah oui, parce que tu as l'impression des fois que tu joues, tu presses, tu presses, tu presses, tu dis bon, on va marquer, on va marquer, on va marquer. Et il y a un petit moment, tu vas lâcher un peu parce que tu dis bon, on a la possession, on est bien, on se sent bien. Et puis on se fait contrer et on se fait surprendre. Donc un match, c'est la concentration, allez, 90, 95 minutes. Parce que des fois, on commence le match, à 2 minutes, on prend un but, et je dis waouh, parce que tu n'étais pas concentré déjà. Donc, sur un match comme ça en plus, bon, déjà, il y a l'affiche du match, déjà, ça joue énormément parce que quand tu as Lens, l'OM qui vont jouer, on sait de suite qu'il va y avoir de beaux spectacles. Donc, plus, l'OM il sort d'un match de Ligue des Champions. Donc, une défaite, il faut vite oublier cette défaite pour garder cette première place de la Ligue 1. Donc, ça va être un bon match. Ah, tu sais, Bilal, l'an dernier, dans l'avant-match, on avait mis ça en avant, hein, ce côté, la pression du stade de Lens, les forces à mettre beaucoup d'agressivité, d'envie en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, il s'écroulait souvent et c'est ce qui s'était passé. C'est moins marqué quand même cette année, mais il y a quand même un petit peu ce côté-là. C'est vraiment, le stade les pousse tellement, ça leur donne tellement envie que ils donnent beaucoup en première mi-temps et ils peuvent baisser un peu en deuxième. Nous, à l'inverse, on sait qu'on a un banc de très grande qualité. Donc, il y aura peut-être encore une fois deux mi-temps totalement différentes. Il faudra être solide en première et ne pas s'affoler si on ne mène pas au score. Et je pense qu'il y a, comme contre Strasbourg, il y a un vrai coup à jouer en deuxième mi-temps. Ouais, je vous mets ce que nous dit Zovko. Il nous dit le banc est faible. Par contre, Vito, on n'en parle pas beaucoup, mais moi, j'aimerais qu'on en discute ensemble parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est que toi, tu as connu le ballon, il n'y avait pas les 5 changements ou sur la fin de ta carrière, il y a eu les 5 changements. Et pour moi, c'est une révolution, les 5 changements. Surtout Ah oui, pour ah oui. les différences entre les grosses équipes et les petites équipes, non? Ah oui, c'est évident ça. Là, tu as 5 changements. Si tu as un bon, tu as des joueurs de qualité, tu sais que tu peux, tant que coach, tu dis bon, allez, pendant 60, 70 minutes,
vous donnez à fond. Et sur les 20-30 dernières minutes, moi, j'ai un banc qui va faire la différence. Donc, les sanctionnements, ça a révolutionné le football. Je pense que surtout pour les entraîneurs, parce que des fois, tu avais un joueur blessé, tu es obligé de faire un changement. Et Et ouais. après, tu n'avais que deux changements. Et les coachs disaient, bon, allez, on garde peut-être un joueur plus défensif. Je fais rentrer un plus défensif, un plus offensif. Et que là, t'as 5 changements, t'as le choix. Là, Ouais, c'est vrai c'est que la c'est le choix du révolution pour le roi foot. et même Vito, pour te poser la question là-dessus aussi, avec Naïm, souvent, moi j'en parlais, je disais, je comprenais pas les stratégies des clubs aujourd'hui. Il y a un poste qui est nouveau maintenant, qui a existé par le passé, mais qui est encore plus important aujourd'hui. C'est souvent les joueurs de couloir, donc les pistons. Tu vois, ces fameux Ruben Aguilar, tu vois, c'est Murillo, Wea, aujourd'hui, c'est des attaquants qu'on a mis ailier, défenseur, milieu. Et c'est souvent quasiment que des attaquants qui jouent ces postes-là maintenant. Hein. C'est rare que ce soit Ah des oui, bah défenseurs de oui. formation. Et Non, non, ma question, Vito, c'est pourquoi les clubs, quand tu sais que c'est un poste trop important pour changer finalement le cours d'un match, parce qu'ils font un dépassement de fonction, pourquoi les clubs, ils n'ont pas genre 2 titulaires et 2 remplaçants, mais du même niveau. C'est-à-dire que je change toujours mes pistons à la 65e. Je lui dis, pendant 60 minutes, tu te vides sur le terrain et l'autre qui rentre, tu as 30 minutes pour me gagner le match. après, c'est compliqué pour les clubs de trouver deux joueurs à même profil. C'est ça la problématique. Parce que quand tu cherches un très très bon ailier qui est capable de défendre, d'attaquer, et tu vas trouver un remplaçant à son niveau. Euh, et peut-être même le joueur, il a pas envie de venir parce qu'il dit, bon, il y a lui qui joue ce poste-là. Même si moi j'ai des qualités, je veux pas être titulaire. Il y a plusieurs facteurs. Mais après, c'est pas évident pour les clubs de faire un bon mercato dans ce poste-là. On va dire, on va choisir un poste pour. Non, non, tu vas trouver des joueurs qui sont capables de jouer dans ce poste-là. Et puis alors là, comme on va dire, peut-être commencer le match avec un joueur un peu plus défensif Ouais. ou plus offensif, et par rapport au match, tu changes. Ouais, Naïm, mais tiens, on va basculer un peu sur l'OM pour terminer. Vito, il y a une déclaration du coach. Tu l'as découvert toi aussi, je pense, cette année. C'est un jeune talent belge, Arthur Vermeeren. Il y a une déclaration parce que beaucoup se sont offusqués du changement contre le Sporting. Il a sorti Vermeeren pour faire rentrer O'Reilly. Euh, Est-ce que toi, tu es surpris par ce type de joueur-là qui arrive quasiment inconnu en France? Mais est-ce que toi aussi, tu vois les énormes qualités qu'il a ou tu trouves que voilà, c'est encore un jeune joueur, il faut lui laisser du temps? Non, il a déjà d'arriver à l'OM sur les matchs qu'il a fait contre Madrid. Tu vois là, tout ce qu'il a, tous les efforts qu'il a fait. Tu vois, ce joueur-là, il a un potentiel qu'on ne sait pas. Donc, même si c'est un jeune joueur, je pense que le changement contre les Sporting, après, voilà, on va dire que c'est un changement par rapport à un carton rouge. Est-ce que le changement il était vraiment obligatoire de le faire ou pas? Tu pouvais pas changer le système avec les joueurs qui étaient déjà sur le terrain. Après, le débat il peut aller plus loin. Mais c'est sûr que c'est un joueur qui est arrivé à l'OM, hein, et quand tu le vois jouer, tu dis waouh, c'est Au le potentiel. match qu'il fait contre le PSG aussi. Donc, le match contre le PSG, moi j'étais au stade de l'Androme, On parle moi d'O'Reilly, je là. dis C'est waouh, lui, O'Reilly que tu parles contre Paris. Paris, c'était O'Reilly qui a ouais, joué la ouais, c'était récupération. Henri Lema. Voilà. Un bon joueur Donc, aussi, très bon joueur. Il a le choix, bon joueur. l'entraîneur. Ah oui, Il a il a le le choix, choix. c'est ça qui fait. T'as des joueurs des deux postes, de qualités différentes, mais qui sont bons. Et c'est pour ça que Naïm, tiens, la compo. Les amis, on vous a mis la compo probable. Tu es obligé de faire tourner sur ce Ouais, type. Tu as joué il y a 3 jours, déception. Est-ce qu'on part probable, sur on dira plus deux jamais joueurs? probable cette année, je pense, avec tous les joueurs qu'on a. De Zerbi, c'est Vito, il n'y a personne qui arrive à sortir une seule fois la bonne compo depuis qu'il y a De Zerbi cette saison. Mais ça, avec un effectif comme ça, c'est pas évident. C'est pas évident parce que le coach, il a plusieurs idées et puis
Et puis il voit je pense qu'il voit l'implication de chaque joueur à l'entraînement dans la semaine et il se dit, bon, sur ce match-là, il peut nous apporter quelque chose en plus que d'autres. C'est pour ça que tu peux pas dire à la compo, c'est la même compo que la semaine dernière. Non, là, tu peux pas. Surtout, Vito, la question sur ce type de compo, je voulais avoir ton œil de joueur et de coach. Quand tu joues contre Lens, Lens joue en 3-4-2-1, d'accord, ou en 3-4-3, est-ce que tu penses que le coach, lui, doit basculer en 4-3-3? Est-ce que c'est plus adapté pour essayer de faire mal, avoir un milieu en plus, ou faire comme ce qu'ils ont fait contre le Sporting et jouer à 3 derrière l'OM? Après, c'est le coach doit voir le système où les joueurs se sentent mieux. Des fois, on va mettre un système en 4-3-3 pour démarrer le match. Et puis, au fur et à mesure, on voit qu'on a du mal. Et de suite, le coach va essayer de régler ça et on va changer le système pendant le cours du jeu. Après, c'est un système que l'on il maîtrise depuis le début de saison, un système avec les trois défenseurs. Donc, peut-être que c'est pour rivaliser avec Lens qui joue aussi avec un système à 5. Donc, on verra Ah, bien. c'est compliqué, Naïm, hein. Je vois qu'il y a des commentaires où il y en a, Naïm, qui nous disent, moi je vois Oba et Heuberg débuter Balerdi aussi. On rappelle pourquoi on a fait ces changements-là, parce que l'OM joue Strasbourg après le match de l'Ajax. Pavard était sur le banc, Greenwood était sur le banc, alors c'est Strasbourg, hein. Greenwood était sur le banc, Emerson était sur le banc. C'était après Euh, Paris-Strasbourg, mais ouais. ouais, c'est après un grand match, après un gros match, Ouais, ouais. après un grand match. Ouais. Non, non, c'est vrai, c'est difficile. On a mis Egan Riley parce qu'il est en conférence de presse. Donc, est-ce que c'est un indice? Est-ce que je suis pas sûr que ce soit systématique? Honnêtement, je serais pas surpris qu'il laisse quand même Balerdi et Pavard parce que ils sont vraiment très bons sur les corners et que peut-être qu'il voudra pas se priver de deux très bons joueurs de tête. Mais il y a du choix, il y a du choix. Si cette équipe, elle est capable de faire un très bon résultat. Dans cette équipe, on n'a pas encore Murillo et Wea. Il n'y a pas Højbjerg, il n'y a pas Aubameyang, donc ça te laisse d'énormes possibilités. Mais je vois bien Vaz quand même commencer dans ce match physique où il va tenter de les bouger, de les gêner, et après Aubame rentrer, comme je te disais tout à l'heure, hein, dans une période où ce sera sûrement moins intense, où il y aura plus d'espace, et où il pourrait faire mal comme il avait fait contre Strasbourg. Vito, il te plaît le jeune Robinho Vaz? Oui, oui, j'allais le dire. En plus, Vas, il peut t'apporter un plus par rapport à ce pressing lensois. C'est un jeune qui peut demander beaucoup de balles en profondeur. Donc, sur ces matchs qu'il a joué, il a montré déjà qu'il a pas peur. Il se donne à fond sur le terrain. Et après, il a des qualités, hein. Il a des qualités, il garde le ballon, il va vite. Donc Ouais, il est c'est beau d'avoir un profil aussi comme ça. Et tu sais que derrière ça, t'as Aubameyang on n'a pas, on n'est pas obligé de parler parce qu'on sait la qualité qu'il a. Donc, Et ouais. Et je pense que le coach, il a le choix. j'ai une question pour toi, Vito. On te demande qu'est-ce que tu penses de ton compatriote Pechao? On dit comment? On dit Pachao? Comment on dit en Paixão, portugais? paixão, paixão. Pachao. Ok. Tu es surpris toi aussi par son adaptation aussi rapide en Ligue 1? Oui, non, parce que moi, non, non, normalement, les Brésiliens, ils s'adaptent assez rapidement. Donc après, de s'adapter avec l'OM, c'est un peu plus compliqué parce que la pression, on va dire, quand il est arrivé, on dit, oh, est-ce que c'est pas le même joueur qu'il était avant? Là, il était Gros arrivé, transfert en là, plus. Gros transfert, hein? le transfert, on parle de suite, on parle de transfert parce que quand on voit les sommes qui étaient transférées, on pense de suite, ouais, c'est bon, il faut qu'il arrive, qu'il marque. On attend déjà, et puis voilà, il a fait son premier match, un match un peu timide, et puis derrière ça, il a marqué, là, il a marqué encore un très très bon but, mais je pense qu'il va faire du bien à cette équipe-là. Tu le vois être appelé en Seleção. Il y a quand même la Coupe du Monde. S'il est performant en Ligue des Champions avec l'OM, surtout en Ligue des Champions, parce que Brésil, ça suit pas trop, non, la Ligue 1, ça suit vraiment la Ligue des Champions, non? Ouais, la Ligue 1, maintenant, oui. Maintenant, depuis quelques années, ça regarde plus la Ligue 1. Après, c'est sûr, si l'OM il reste à l'autre tableau et que l'OM ils font
une bonne Ligue des Champions, pourquoi pas, hein, parce que lui, c'est un joueur qui je pense qu'il a fait déjà avec l'équipe des jeunes de Oui. Brésil. Donc son nom, il est dans le dans le petit cahier d'Ancelotti. Ah ouais, Ancelotti en plus, c'est quel coach pour le Brésil. On a hâte, Naïm, de cette Coupe du Monde, parce qu'il y aura des très très grandes sélections. Tiens, une question du chat qui nous pose la question. On n'a pas parlé de joueur qui a fait comme toi, Vito, hein, qui est passé de Lens à l'OM. C'est bon, il est blessé en ce moment. La question, c'est c'est quoi qui nous pénalise le plus face à Lens, l'absence de Gouiri ou Medina? Déjà, est-ce que tu kiffes toi le profil comme Medina quand il joue à Lens et là à l'OM? Ah oui, ah oui. Ah, c'est un joueur que j'aime bien, tu vois. Un joueur qui a la grinta, il est malin, il est vicieux, il est plein de vices, mais dans le bon sens, tu vois. Ouais, bien Donc, sûr. et après techniquement, c'est un très bon joueur. Très bon joueur. Il est vraiment en top niveau de sa forme. Avec Lens, il a montré que c'est pour ça ils sont allés le récupérer parce que depuis 2 ou 3 saisons, il était vraiment un joueur important pour cette équipe lensoise. Ouais, même Naïm, franchement, c'est son côté grinta qui fait croire que c'est pas un joueur ultra technique. Pour la plupart des gens, quand ils l'ont découvert, ils disent mais Medina, il est aussi bon balle au pied. Parce qu'il a une sacrée qualité, tu vois. Toi, Ah, Vito, tu étais un technicien. Je veux dire, quand on te voyait, moi j'ai dit, Vito, il mettait le costume, le nœud papillon, propre, toujours nickel, relance. Et c'est vrai que Medina, il est méchant, mais en plus, il est fort techniquement. Oui, ah oui, là, avec le ballon, il n'y a pas de problème. Lui, tu peux le donner, il va être bon avec le pied. C'est ça qui fait qu'il a encore plus de qualité par rapport à d'autres défenseurs. Ouais, en tout cas, c'est intéressant. En tout cas, je pense qu'on est, Naïm, on est plus ou moins complet sur cet après-match, cet avant-match, pas encore après-match. On espère une victoire, Naïm. Vito, comme tu es notre invité, moi, à chaque fois qu'un invité il vient, il finit par des petites questions, un petit peu pour connaître un peu, comme il dirait Omar da Fonseca, la qualité technique du joueur. Vito, tu as joué avec des très grands joueurs. Tu es passé par l'OM. Je te pose des questions rapides et tu me dis dans ta tête, pour toi, qui t'a le plus impressionné ou qui était le plus fou? euh, Si je te dis, je rigole déjà parce que Mbia ou Jawara le plus fou? NBA. Ah, Mbia il est plus fou que Jawara. je suis pas surpris. Mbia c'était quelqu'un quand même. C'était quand même un Ouais, joueur. c'est grave. Ouais. Mais il faut, dans le bon sens, alors, sur le terrain, des fois, c'était compliqué. Il était plusieurs dans sa tête, hein. C'est vrai, c'est vrai. euh, une autre question. Tu as joué aussi. J'ai obligé de te poser la question. Tu as joué avec Djibril Cissé, tu as joué avec Mamadou Niang. C'est deux profils différents. Qui c'est que t'a impressionné le plus physiquement, Cissé ou Mamadou Niang? Djibril, je jouais pas beaucoup avec lui. Mamad, on a joué plus longtemps, mais Djibril, physiquement, était impressionnant. C'était une machine de C'était guerre. vraiment un athlète. Ouais, c'était un athlète, hein. Si je te Ça- demande de ça- choisir. Sachant qu'il Oui. était à 70% de ses capacités à l'OM, hein, parce qu'il avait eu Ah oui, sa grosse blessure, et que quand il était à ouais. Auxerre, c'était encore plus impressionnant physiquement. Ah oui. Si je te pose une autre question, pas foncièrement si tu as joué avec ou pas, mais Ribéry ou Nasri? Euh, c'est dur, hein. Moi, il y a Nasri. Ah, Nasri plus que Ribéry, c'est vrai? Ouais. Pour moi, Ribéry était très fort là, en contre un, tout ça. Et Nasri, c'est maintenant du jeu. Tu savais, moi, tu joues avec lui, tu donnes le ballon, tu sais qu'il est capable de tout Ouais, c'est vrai. organiser, ouais, c'est là. Ouais, c'est vrai que Il était plus fin techniquement, même si Ribéry était fort techniquement. Ah, Ah ouais, tiens, je vais te faire une plus dure. Tu vois, je vais te donner. C'est vrai que tu as joué avec Lucho Gonzalez. Lucho ou Payet? ouais, ouais, Lucho. Ah, là, Ah, Lucho, le commandante. el comandante. Tu sais que nous, Payet, j'ai pas joué, j'ai joué contre lui plusieurs fois, j'ai pas eu la chance de jouer avec lui, mais c'est que c'est un super joueur aussi, donc, mais Lucho, il avait quelque chose Il avait de la différent, vista tu vois. vraiment Moi, au-dessus de.
Ouais. Ah tiens, comme entraîneur, ah oui, comme entraîneur, Deschamps ou De Zerbi? Ouais. Biarritz, c'est bon. Ah, heureusement, j'ai pas dit Deschamps ou Guéretz. J'ai pas dit Deschamps ou Guéretz. Guéretz, Non, Deschamps, Deschamps. c'était Moi, vraiment moi, top. je dis Deschamps, Deschamps parce que Deschamps, quand il est arrivé à l'OM, on dit bon, on connaissait tous Deschamps déjà. Et après, il a fait aussi qu'une autre équipe elle soit une équipe compétiteur cette année-là pour gagner le titre. Il nous a amené quelque chose, nous a inculqué quelque chose dans la tête de chaque joueur pour qu'on puisse gagner les titres. Et je pense que voilà, c'est là que j'ai choisi Deschamps, même si on va dire peut-être ouais, c'est un coach qui avait pas trop de tactique, tout ça, mais non. Nous, on travaille beaucoup, beaucoup avec lui. Et puis après, sur le terrain, on sait très bien que tu as l'entraîneur qui est tacticien, tout ça, mais à partir du moment que vous êtes sur le terrain, c'est l'équipe, hein, c'est pas l'entraîneur. Ouais, ça, on le répète pas assez souvent, hein. Bon, je vais pas te dire le Vélodrome ou Bollard parce que ça, tu vas te mettre à dos l'un côté ou l'autre côté, hein, si je te pose cette question. Cette question-là, les supporters de Bollard, ils vont te dire le même chose. C'est qui le joueur avec qui tu as joué que tu as vraiment le plus impressionné ou quand tu le voyais, je dis, ah, il est injouable, lui. C'est trop, trop, trop fort. C'était Atem Ben Arfa. Ah, putain, je l'ai oublié, lui. Voilà, Atem, on était arrivé quasiment en même temps à Marseille. Je le voyais jouer à s'entraîner avec nous. Je dis, mais lui, il a vraiment un talent qui lui spotait pas vraiment à 100%. Je pense Il que, je l'aura pense qu'il jamais a fait raté une d'ailleurs, hein. carrière. Je pense qu'il a raté une carrière Tu n'avais pas envie joueur de de le foot. prendre un peu, toi, comme un grand frère, en disant, putain, Athème, tu dois nous faire gagner les matchs. Tous les matchs, il faut que tu nous les fasses gagner. C'est dur de le faire entrer, non, dans la Ah, tête du c'est dur. joueur. On essaie, mais bon, après c'est compliqué. Après, c'est, comme je disais au tout début, là, t'es un joueur, tu choisis, là. Moi, j'ai envie d'être le meilleur, j'ai envie d'être le plus professionnel possible, tu fais des choix. Après, Ouais, c'est pas facile, ouais, après, c'est pas comme tu donné à dis, tout le monde. c'est dans la tête. Et l'attaquant le plus dur qui t'a fait galérer en match. Suarez, c'était pas mal déjà. Mm. Ça, c'était pas Ouais, mal. Suarez, Ça, c'était c'était pas fort. mal. Ouais. Mais après, un joueur que j'ai joué plusieurs fois contre lui, c'était Zlatan quand il était au PSG. Ah, Parce ça veut dire jouer, que non? c'est un attaquant, tu vois, Zlatan, on dit, c'est pas un attaquant qui va vite, qui va. Mais qu'est-ce qu'il était chiant, Mm. vicieux, plein de vices, et après, on connaît ses qualités, hein. Techniquement, il était à l'aise, c'était vraiment un buteur, il avait la grinta de la gagne, c'est ça qui faisait que c'était bon de jouer contre lui, de me rivaliser avec lui. C'est pour ça que je dis chaque fois que je dis que le plus dur à jouer contre, c'était lui. Même si après j'ai joué contre Mbappé, contre Neymar, que c'est des joueurs qui ont des profils différents, qui vont vite. Tu sais que dès qu'ils ont pris la vitesse, c'est fini. C'est Donc, fini. et- C'est fini. Et dernière question. TJ Savanier, c'était vraiment, vraiment, vraiment un phénomène? oui, oui, vraiment, vraiment un très très bon joueur, hein. Ouais, Et c'est comme vrai on que dit, c'était. s'il a fait une belle carrière, et il est en train de la faire encore. Mais je pense que s'il avait fait un choix différent, on va dire un peu plus professionnel pour être un athlète de haut niveau, peut-être. Parce que moi je dis, avant on était tous des footballeurs qui jouaient au foot. Aujourd'hui, il faut être un athlète de haut niveau qui joue au football. C'est la différence, elle est juste là. Eh ouais, eh Si vous ouais. êtes plus un athlète de haut niveau, pour jouer à haut niveau, c'est compliqué, hein. Ouais, ça a changé. Le football, il a changé. C'est vrai, il a changé le football. Ah oui, il a changé parce que en plus, moi j'ai connu trois générations de football. Et toi, là-bas, tu dis, je vais être libéraux, moi. Reculer, derrière, je relance Laurent Blanc. Facile, technique, hein. Tu ne te voyais Tranquille. pas te dire Non, défenseur, non. duel, vitesse, il fallait aller un contre un. Ah oui, ah oui. Donc, j'ai commencé un peu comme ça, et après, au fur et à mesure, ça évolue le football. Mais après, j'ai compris aussi de suite, et donc je me suis adapté, et c'est pour ça que
C'est pour ça que j'ai joué aussi longtemps aussi parce que je me suis jamais quasiment arrêté. Chaque fois, je dis, il faut que je me prépare, il faut que je sois déjà, comme je disais, il faut que je sois un athlète de haut niveau pour rivaliser déjà avec tous ces talents, nouveaux talents qui arrivent, sa jeunesse Eh qui est ben, là actuellement. en tout cas, Vito, mille merci à toi. Je vais vous terminer par la dernière question. Naïm, vos pronos pour ce match face à Lens. Naïm, ton prono? Écoute, tout laisse à penser qu'il va y avoir beaucoup de buts dans ce match-là, mais bizarrement, j'ai l'impression que ça sera assez serré et j'espère qu'on va gagner 2-1 dans un match, dans un très beau match, parce que je pense que ça va être un très beau match. Vito, ton prono? Bon, allez, je vais mettre un 3-2. 3-2 pour qui? 3-2 pour l'OM. Je vois beaucoup du 3-1. Vous voyez pas de match nul? Personne dit match nul sur ces deux équipes, non? Non, parce que je pense que ça va être un match assez ouvert quand même. Les deux équipes, tu vois, je pense que Lens il va vouloir gagner. Marseille peut surprendre parce que tu as des joueurs pour contrer. Et après, moi, il y a toujours ce match après une défaite contre le Sporting. Tu as tes joueurs de l'OM, tu sais que t'as pas le choix. T'as pas le choix de perdre ce match-là. Je pense que c'est pour ça que moi, j'ai dit que ça a été un bon match. Bon, en tout cas, merci. Merci à vous deux. Merci, Vito. Merci, Toujours un Lionel. plaisir. Merci, Naïm. Vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Tu le sais, tu es le bienvenu. Tu es comme à la maison. Et en tout cas, on te souhaite vraiment, vraiment une deuxième carrière sur les bancs de touche, que ce soit en France ou à l'international. Et on te souhaite bien évidemment le meilleur. On vous dit, les amis, on veut simplement les 3 points. Nous aussi, on veut les 3 points. On veut montrer que l'OM peut enchaîner cette saison, Naïm. On a l'effectif pour. C'est pas une défaite liée au jeu qu'il y a eu face au Sporting. C'est un match un peu atypique et je pense qu'il faut rester concentré. On vous fait bien évidemment, les amis, rester jusqu'à la fin parce que la outro, elle est mythique juste pour votre plaisir. Parce que même toi, Vitorino, je pense que ça va te faire rigoler. Est-ce qu'il y a beaucoup de présidents de clubs qui ont pointé du doigt la saison dernière l'OM quand ils pointaient du doigt l'arbitrage? Mais là, les gars, vous allez un peu vous régaler pour terminer. Et comme d'hab, vous le savez, on a toujours cet adage avant de clôturer cette émission. N'oubliez pas que l'OM, c'est vous, l'OM, c'est nous. Et surtout, l'OM, c'est nous tous. Allez, l'OM. Nous, on n'a pas compris. C'est une explication pour le péno. Il s'est passé quoi? Joker. Parfois, c'est bien quand ça tourne en sa faveur, l'effet de match. Ouais, exactement. Voilà. Un pénalty non sifflé en faveur des Lillois qui a provoqué la colère du président Olivier Létang. Très bien. Vous parlez anglais? Bien entendu. I already wrote to Mr. Seferin. What happened tonight is amazing. He's a delegate.